Denis Robillard. La parole est à Monsieur Gérard Cherpion pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, avant de traiter du fond, vous m'obligez à parler de la forme, et c'est regrettable. Regrettable parce qu'au sein de notre Assemblée, dans laquelle nous devons élaborer et voter la loi, et oui, Madame la Présidente, nous devrions plutôt nous attarder sur les dispositions que vous nous présentez. Regrettable car ce n'est pas la première fois que vous forcez le Parlement à légiférer dans l'urgence la plus totale. Regrettable car la base du texte pouvait faire l'objet d'un consensus, alors que vous nous contraigniez à nous y opposer. Monsieur le Ministre, vous avez présenté le texte en Conseil des ministres le 22 janvier. Les parlementaires de la Commission des affaires sociales ont eu seulement 3 jours pour travailler le projet de loi, dont 2 seulement pour l'amender, le texte étant officiellement publié le 23 janvier. Le rapporteur et les membres de la Commission ont dû auditionner les acteurs concernés avec un projet de loi inabouti, fortement remanié quelques jours avant sa présentation en Conseil des ministres, avec un rétropédalage sur le chapitre concernant les élections prud'homales. Oui, Monsieur le Ministre, le dialogue social que vous pensez avoir inventé est pourtant inscrit dans le Code du travail, article L1, et ce depuis 2007. Voilà. Cet article, tout à fait, Monsieur le Ministre, cet article oblige le gouvernement à une consultation préalable avec les organisations salariées et d'employeurs en vue d'une ouverture d'une telle négociation. Ceci est d'ailleurs applicable pour la partie du texte consacrée à l'inspection du travail, articles 20 et 21. En amont de ce projet de loi, les partenaires sociaux ont eu 6 mois pour négocier l'accord national interprofessionnel portant sur la formation professionnelle. En aval, l'administration disposera de 6 mois pour publier les décrets d'application sur lesquels le Parlement n'a aucun droit de regard. En effet, la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle a annoncé la déléguée générale, Monsieur le Ministre, à l'emploi et à la formation professionnelle a annoncé lors de l'université d'hiver à Biarritz la semaine dernière que les premiers textes réglementaires sortiraient en septembre pour une application en janvier 2015. Reprenez ces propos. Entre les deux, vous accordez généreusement 2 mois au Parlement, Assemblée nationale et Sénat compris, pour étudier le texte et se prononcer. Vous, Monsieur le Ministre, qui avez été un grand parlementaire, comment pouvez-vous accepter un tel mépris du gouvernement pour le Parlement? Avez-vous oublié le temps où vous siégiez dans l'opposition et où vous vous éleviez contre les délais laissés par les précédents gouvernements, qui, pourtant, étaient bien supérieurs à ceux-ci? J'en ai quelques souvenirs. Je ne vise pas la procédure accélérée qui est inscrite dans notre Constitution, je parle bien des délais qui n'ont jamais été aussi courts. Pour prendre un exemple, lors de l'examen de la loi sur la formation professionnelle en 2009, le gouvernement précédent avait déposé le texte en avril à l'Assemblée nationale pour une adoption par le Parlement à mi-octobre. Aussi, je tiens à saluer l'efficacité du rapporteur et des services de l'Assemblée nationale, ainsi que ceux de la Commission des affaires sociales, qui ont dû et su s'adapter très rapidement. Au final, ce texte est un bric-à-brac, une sorte de fourre-tout. Nous allons ainsi aborder, durant le court temps qui nous est imposé, la transposition d'un accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle, une réforme profonde de la représentativité patronale, utile, nécessaire, et du financement du paritarisme, d'un énième bout de la réforme de l'apprentissage ou encore de l'inspection du travail. Plus grave, il revient sur des dispositions de 2 lois dont l'encre est à peine sèche. Celle sur les contrats de génération, encore en évolution si on en croit la presse de ce jour, et la loi sur la sécurisation de l'emploi concernant le temps partiel. Par ailleurs, nous avons échappé de peu à une réforme des élections prud'homales dont vous connaissiez l'issue a priori. Votre projet de loi, Monsieur le Ministre, a d'ailleurs été préparé dans une telle précipitation que le rapporteur a été obligé de présenter pas moins de 167 amendements rédactionnels pour 22 articles. Je ne sais si c'est un record, mais cela montre qu'un peu plus de travail en amont aurait été bienvenu. 2 réformes importantes ont précédé la vôtre sur la base de la loi de 1971. La loi Fillon en 2004, qui a instauré le droit individuel à la formation, le DIF, et la loi de Xavier Bertrand en 2009, qui entérinait l'ANI de 2008, signée par tous les partenaires sociaux, en créant le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, d'une part, et en ouvrant la formation professionnelle aux demandeurs d'emploi, ce qui était une grande nouveauté. Ainsi, votre réforme s'appuyant sur l'ANI de décembre 2013, non signée
par deux partenaires importants, l'un patronal et l'autre salarial, poursuit l'évolution nécessaire du DIFE et renforce la participation des entreprises à la formation des demandeurs d'emploi. Tout comme la périodicité de l'entretien personnel, l'objectif de qualification du compte personnel de formation est une bonne mesure. Cependant, presque toutes les personnes auditionnées ont souligné que 150 heures ne sont pas suffisantes pour obtenir une qualification. Ça a d'ailleurs été dit dans le débat qui a précédé. Cela pose d'ailleurs le problème des abondements. Cependant, je trouve que le texte va dans le bon sens en passant d'une obligation de payer à une obligation de former. Enfin, un autre point positif, Monsieur le ministre, le financement du paritarisme est clarifié et différencié de celui de la formation professionnelle. On peut s'en réjouir. Je dois toutefois m'interroger sur la date d'application de ce texte au 1er janvier 2015, pour une collecte 2015 qui ne sera perçue qu'en février 2016. Ceci risque d'entraîner des absences de financement de formation pendant la première année et nous n'avons pas obtenu de réponse du gouvernement. Malheureusement, votre copie sur l'apprentissage est à revoir. Les mesures absurdes prises dans la loi Peillon, puis dans la loi de finances et dans la loi de finances rectificative n'ont pas tardé à faire sentir leurs effets négatifs. Malgré une baisse historique de 25 000 signatures de contrats d'apprentissage en un an, le gouvernement continue sur sa réforme présentée de petit bout en petit bout, sans aucune vision globale. Qu'en est-il du financement de l'apprentissage rejeté par le Conseil constitutionnel? Allez-vous, Monsieur le ministre, nous présenter un amendement de fin de nuit confirmant l'impréparation de cette réforme? Alors que la dernière génération de contrats d'objectifs et de moyens a fait l'objet d'un financement à parité entre les régions et l'État, ce dernier se désengage de la politique de l'apprentissage à travers le présent projet de loi, désengagement aussi envers la formation des personnes handicapées et des détenus. Parce que je suis persuadé qu'il faut maintenir une harmonisation nationale en matière d'apprentissage et de péréquation, j'ai proposé un amendement pour obliger la conclusion de nouveaux contrats d'objectifs et de moyens, et non de le laisser au libre choix des régions. Je tiens par ailleurs à tirer le signal d'alarme sur la situation des centres de formation des apprentis nationaux. Le texte présenté les supprime purement et simplement. Nous parlons ici seulement de deux CFA, l'un étant la musique, l'autre les compagnons du devoir. Ce dernier, véritable institution française, connue dans tout notre pays à travers sa longue histoire, 1200 ans, forme des artisans de grande valeur dans de nombreux métiers, du tailleur de pierre au charpentier en passant par le boulanger. La voir disparaître serait une catastrophe en termes de formation, en termes d'emploi, en termes de création d'entreprises et de transmission de savoir. Et c'est malheureusement ce qui arrivera si le texte est voté en l'état. Le rapporteur et moi-même nous étions mis d'accord lors de l'examen en commission pour cosigner un amendement visant à les maintenir. Cet amendement est-il cosigné à cet instant? Je n'en suis pas sûr du tout. On vient de me dire que non pour l'instant. Mais j'observe que, bien que nous soyons souvent en désaccord, nous savons nous unir pour faire bouger les lignes du gouvernement sur ce sujet. Et je souhaite que, même si vous n'acceptez pas ma cosignature, ce que je regretterai, je souhaite que cet amendement soit adopté à une très large majorité. Devant l'absence de résultats des contrats de génération que nous avions prédits, vous proposez d'étendre la limite d'âge des bénéficiaires à 30 ans. Je pourrais vous dire que, pour vous aider à faire du chiffre, mais en fait, par réalisme économique, je vous proposerai 35 ans. En effet, les transmissions et reprises d'entreprises se font surtout dans cette tranche d'âge. Mais si on en croit la presse de ce jour, vous avez l'intention de revenir sur l'accord national interprofessionnel précédent en contraignant les PME à signer des contrats sous peine de sanctions financières. Une autre mesure dans ce texte, c'est la presse qui le dit, Monsieur le ministre. Je n'ai pas d'information du ministre, donc je prends ce qu'on me donne. Je prends la presse, Monsieur le ministre. Une autre mesure dans ce texte voudrait corriger une de vos erreurs concernant la durée minimale du temps partiel. Cette mesure, et je vous l'avais dit à cette tribune, est destructrice d'emplois. Ce n'est pas en reportant de 6 mois la mesure que vous la rendrez efficace. De plus, vous ajoutez une instabilité juridique grave pour les contrats signés entre le 1er janvier et le 22 janvier 2014. Vous êtes confronté au principe de réalité, cette mesure ne fonctionne pas et est totalement contre-productive. Concernant le chapitre sur la démocratie sociale, 2 problèmes majeurs se posent. Le premier concerne les critères de représentativité. Les effectifs des entreprises ne sont pas pris en compte. Ainsi, un établissement de 10 000 salariés détient le même nombre de voix que l'entreprise de 2 salariés. Notre collègue vient de l'expliquer. Nous reviendrons sur ce sujet à travers un certain nombre d'amendements. Enfin, se pose le problème du hors-champ, qui n'est pas pris en compte par le texte à cet instant. Il regroupe notamment les secteurs, on aura un amendement gouvernemental, j'imagine, qui arrivera en fin de nuit aussi, il regroupe notamment les secteurs de l'agriculture, des professions libérales et de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire 4 millions d'actifs qui ne sont pas représentés.
C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un certain nombre d'amendements, rejetés par la commission, au prétexte que nous aurions une proposition avant l'examen en séance publique. Il n'en est rien, même si un protocole d'accord a été signé par les organisations représentatives. Nous allons, là encore, le 30, Monsieur le ministre, nous allons, là encore, découvrir un amendement gouvernemental de dernière minute. Est-ce une bonne méthode de travail? Enfin, concernant la partie inspection du travail, l'article 20 du projet de loi prévoit une réforme de cette administration et de ses pouvoirs. Pour des raisons différentes, tous les partenaires concernés, qu'ils soient employeurs ou inspecteurs du travail, rejettent ce texte. Pour le groupe UMP, il est inacceptable, d'une part, que les inspecteurs du travail, qui ne sont soumis à aucune hiérarchie, puissent s'emparer de documents de l'entreprise, les emmener à l'extérieur, les photocopier, les emmener à l'extérieur, quel que soit le support, sans contrôle d'un juge. Sur cette question, il faut revenir au texte antérieur du Code du travail qui précise la liste des documents à présenter. D'autre part, le texte donne à l'administration un pouvoir hors norme, sans contrôle du juge. Elle pourra ainsi infliger des amendes jusqu'à 10 000 € par salarié, qui n'exclut pas pour autant des poursuites pénales. Enfin, l'inspecteur du travail pourra procéder à un arrêt d'activité dans toutes les entreprises et non plus dans celles où il y a un risque majeur. En conclusion, Monsieur le ministre, si la partie du texte consacrée à la formation professionnelle apporte des éléments positifs, je les ai soulignés, le texte que vous nous présentez, en agrégeant d'autres mesures, le rend illisible et contraire à l'objectif affiché de développement de l'emploi. Merci.